je suis coupé. Ah, mais c'est pas reparti, c'est suspension. C'est bon quand même. Bien. Monsieur Vigier, on y va. Donc, Madame la Présidente, chère Véronique, Madame la Vice-Présidente, mes chers collègues, notre commission poursuit ce matin ses auditions consacrées à la situation et aux attentes du monde agricole. Après avoir entendu la FNSEA la semaine dernière, les jeunes agriculteurs hier après-midi, et ce matin, juste avant vous, la Confédération paysanne, nous avons le plaisir de recevoir dans ce cadre Mme Véronique Le Floch, présidente de la coordination rurale, qui est accompagnée de Mme Amélie Rebière, vice-présidente de ce syndicat. Je rappelle que les représentants du MODEF seront quant à eux reçus par notre commission cet après-midi à 15h. Ça, c'est pour les collègues. 15h, après le café. Notre commission est toujours très attentive aux questions agricoles. Nous avions d'ailleurs déjà entendu en audition plénière l'ensemble des syndicats agricoles, vous aussi, au printemps dernier. Nous savons que nos agriculteurs, au cœur de l'activité économique du pays, ont dû faire face depuis lors à des difficultés importantes dans plusieurs filières. Nous le constatons dans nos circonscriptions et savons bien dans leurs attentes que leurs attentes, qui étaient déjà importantes, sont aujourd'hui d'autant plus grandes. Il y a beaucoup d'urgence pour certains de nos agriculteurs. Ainsi, en raison des mauvaises conditions météorologiques, la récolte des céréales, et notamment celle du blé, connaît un net recul. La mauvaise récolte pour la France, la plus mauvaise récolte pour la France depuis 40 ans. De même que la collecte viticole qui pourrait baisser de 18% sur un an. Et dans les élevages, 3 virus transmis par des moucherons ont fortement touché les cheptels. La FCO3, la FCO8, la MHE et maintenant quelques cas d'influenza aviaire en Bretagne. Je précise d'ailleurs que notre commission a décidé au début de ce mois de créer 2 missions relatives à l'abattage dans le contexte de réduction des cheptels ainsi qu'aux stratégies de marché de la filière vitivinicole. Loin de tout déclinisme, soyez assurés que nous aurons à cœur d'apporter à nos agriculteurs les réponses dont ils ont besoin pour assurer la pérennité et le développement de leurs exploitations malgré les nombreuses contraintes auxquelles celles-ci sont confrontées. Dans ce contexte, n'hésitez pas, mesdames, à nous faire connaître les évolutions législatives ou réglementaires qui vous paraissent souhaitables, tout particulièrement en ce qui concerne le projet de loi d'orientation agricole, sur lequel nous avons beaucoup travaillé ensemble, la LOA, que nous avions examiné en première lecture et transmis au Sénat le 29 mai dernier. Ce texte avait notamment l'ambition de soutenir l'installation et la transmission des exploitations, alors qu'on estime que la moitié des exploitants devraient prendre leur retraite dans les 10 prochaines années. C'est un aspect essentiel, de même que la simplification des normes et l'accompagnement des agriculteurs au quotidien. Nous aimerions aussi connaître vos attentes s'agissant des moyens financiers qui seront engagés au profit du monde agricole dans le cadre du budget, donc du projet de loi de finances 2025, dont nous serons bientôt saisis pour avis. La question de la préservation des revenus des agriculteurs, qui peuvent être fiers de leur production et veulent pouvoir récolter le fruit de leur travail, est évidemment centrale. Nous nous étions vus à plusieurs reprises sur ce sujet quand j'étais rapporteur du budget du ministère de l'Agriculture au sein de la Commission des Finances. Cette audition peut aussi, de ce point de vue, être l'occasion d'évoquer l'équilibre des relations commerciales au sein de la filière alimentaire, à la suite notamment de la mission conduite auprès du gouvernement au printemps dernier par les députés Alexis Isard et Anne-Laure Babot, en vue d'une possible loi Egalim 4. Notre commission a aussi décidé en bureau de reconstituer une mission d'évaluation de la loi Egalim 2, qui a été confiée à nos collègues Julien Dive, Harold Duvart, Richard Ramos et Aurélie Trouvé, dont nous attendons les travaux avec beaucoup d'intérêt. Vous pourrez aussi donner votre sentiment sur l'évolution du cadre législatif et réglementaire applicable à l'agrivoltaïsme, sujet qui touche tout particulièrement certains d'entre nous, et ici moi au premier chef, dont nous devons, il me semble, assurer un développement raisonné et raisonnable. C'est pour ça que nous avons constitué un petit groupe de travail sur ce sujet, mais nous sommes preneurs de vos orientations et de vos idées sur le sujet qui est très complexe. Merci encore, Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente, d'être avec nous ce matin pour voir ensemble comment nous pouvons avancer de façon constructive et pragmatique, comme vous savez toujours l'être, et sur tous ces sujets. Je vous cède à présent la parole pour une quinzaine de minutes, à 2, pas chacune. Après quoi, nous entendrons les orateurs de groupe, chacun pour 4 minutes, réponses comprises, puis les orateurs individuels pour 1 minute par question, et nous grouperons les questions. Je rappelle à mes collègues, pour éviter
que ce soit très clair, de laisser un peu de temps de réponse à nos invités. Donc c'est 4 minutes réponses comprises, idéalement au maximum 3 minutes pour qu'il y ait au moins 1 minute de réponse, sinon c'est compliqué. Je vous remercie. Madame la Présidente, la parole est à vous. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, merci de nous accueillir aujourd'hui. Il est en effet urgent de redonner de la résilience à notre agriculture. Elle devrait être capable de résister aux aléas climatiques, géopolitiques et à la spéculation financière. Agir dans l'urgence avec des mesures conjoncturelles au coup par coup s'avère indispensable, mais intenable sur le long terme. Cela ne suffira pas à pérenniser la ferme France. La coordination rurale propose des mesures stratégiques qui relèvent, selon elle, du bon sens. Une exception agriculturelle concrète qui retirait les produits agricoles et agroalimentaires de l'OMC, des accords de libre-échange et des marchés financiers. Sacrifier les produits agricoles au profit d'autres productions et de la spéculation met en danger notre souveraineté alimentaire. Deuxièmement, la régulation des productions et des marchés agricoles dans un espace européen protégé des fluctuations du marché mondial. Le bon sens voudrait que nous n'importions pas ou que nous n'importions que ce qui ne peut être produit sur notre territoire et n'exporter que nos surplus. Importer des produits de l'autre bout de la planète alors qu'ils pourraient être produits en local est un non-sens écologique. Enfin, la TVA sociale sur les produits importés, nous pourrons en reparler. Mais les priorités s'avèrent aujourd'hui la trésorerie des agriculteurs. La trésorerie, c'est d'abord grâce à des prix plutôt que des primes. Mais aujourd'hui, force est de constater, vous l'avez répété, Monsieur le Président, les aléas sont là et les crises se succèdent et mettent à mal nos situations financières. Il faut donc régler déjà ce qui était promis, régler le solde des aides de la PAC, régler tous les fonds d'urgence qui ont été annoncés cet hiver et pour lesquels on n'a pas de compte rendu et d'état sur l'utilisation de chacun des fonds. Avoir un retour de la part du ministère de l'Agriculture quant au déplafonnement des minimis. C'était une demande de la coordination rurale dès le départ pour porter cette réserve des minimis à 300 000 € comme ça l'est pour toutes les entreprises, quel que soit leur secteur. La demande portée par notre ministère a été de la plafonner, demander le plafond à 50 000 €. Et nous autres avons réagi en disant 50 000 €. Oui, mais alors sur la seule année 2024 pour permettre de sauver le maximum d'exploitation. Les trésoreries, c'est aussi un bouclier énergétique avec un prolongement de déjà ce qui a été acté pour le gasoil, mais il faut aller au-delà avec aussi l'électricité et le gaz. C'est aussi toutes les mesures qui vont être à prendre au niveau du PLF et du PLFSS, notamment pour le PLF, l'exonération de la TFNB, mais aussi des propositions concernant le foncier que je pourrais évoquer tout à l'heure, le suramortissement des biens que je pourrais aussi développer. Et le deuxième point, la deuxième priorité, après les trésoreries, c'est tout ce qui rentre dans l'accompagnement structurel de nos exploitations avec la fiscalité et notamment les successions. Pour cela, il y avait la loi d'orientation agricole qui devait répondre à la plupart de ces problématiques. Force est de constater qu'en l'état, pour la coordination rurale, elle n'était pas suffisante, même si le mot revenu y est apparu, même si l'intérêt général y figure, même si les GFAI ont été supprimés, il reste cependant des lignes rouges. Et pour la coordination rurale, nous sommes totalement opposés au diagnostic modulaire. Nous sommes opposés aux stages de sensibilisation face aux enjeux de l'environnement. Nous sommes opposés à la création de France Service Agriculture, qui est une suradministration. Et enfin,
vouloir augmenter le nombre d'apprenants de 30% n'est pas non plus une solution pour répondre au problème du renouvellement des générations, sachant que nous avons déjà dans nos écoles d'agriculture suffisamment de jeunes, le problème étant qu'ils ne s'installent pas en nombre. Nous avons donc cette loi d'orientation agricole qui pourrait soit être reprise par le Sénat et revenir ensuite au niveau de l'Assemblée nationale. Mais comme nous l'avons exposé dès le début, dès 2023, auprès du ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, à l'époque, nous avions apporté des amendements à la loi pour un choc de compétitivité de la ferme France. Je vous rappelle ici les priorités qui figuraient dans cette loi et que nous avions amendée. Priorité numéro 1 pour nous, un retour équitable ou la création de la plus-value dans les exploitations agricoles pour l'octroi d'une rémunération juste et digne. Cela passait par une loi sur le fonctionnement des coopératives. Deuxième point, pour ramener de la valeur dans nos exploitations, légiférer face à l'évitement des industriels à payer les agriculteurs, donc plus de transparence, en luttant contre la délocalisation des résultats. Je pourrais vous exposer aussi ce point, en revoyant l'organisation et les missions des interpros et en relançant les filières en déclin. La deuxième priorité, après celui des prix rémunérateurs, pérenniser les exonérations et réduire certaines charges. Nous avions là le GNR, les boucliers fiscaux, le TODE et d'autres mesures. La troisième priorité étant de résoudre les problèmes de main-d'œuvre avec différents points comme des contrats civiques, les contrats aidés et de nombreuses autres propositions. La quatrième priorité était d'arrêter l'asphyxie liée aux contraintes et changements perpétuels et permettre aux agriculteurs de se constituer leur propre assurance production. Cela est valable au niveau français, mais aussi au niveau européen. Et je citerai l'exemple des BCAE, les BCAE 1 avec les prairies, les BCAE 8 avec les surfaces d'intérêt écologique qui sont suffisamment nombreuses et tous les problèmes de jachère que voient aujourd'hui nombre d'agriculteurs sur le territoire. Cinquième priorité, refuser les distorsions de concurrence intra- et extra-communautaires avec les clauses de réciprocité, les clauses miroirs, les clauses de sauvegarde. Et enfin, la sixième priorité, ce sont les autres mesures dont nous avions, parmi lesquelles nous avions mis l'encadrement du foncier agricole et un amortissement du type d'Eurobien. Et voilà pour le type de projet de loi d'orientation agricole qui devait permettre d'installer des jeunes et permettre à ceux qui partiraient en retraite de céder dans de bonnes conditions. Merci. Merci Madame la Présidente. Madame la Vice-Présidente, vous voulez dire un mot ? Bonjour à tous. Oui, alors je me présente vite fait. Je suis éleveuse en Corrèze, donc voilà, quand on vous parle un petit peu de ce qu'on vit tous les jours, en général, ça parle un peu plus. La crise sanitaire, ça fait partie de mon quotidien et la misère agricole fait partie également de mon quotidien. Donc quand on vous dit ce qu'on préconise, c'est parce qu'on l'a vécu et que pour nous, l'important c'est de sauver les 400 000 fermes françaises qui restent et d'arrêter cette hécatombe parce qu'on voit tous les jours des jeunes qui ne veulent plus s'installer, des départs à la retraite qui ne sont, avec des exploitations qui ne sont pas reprises derrière. Et c'est dramatique et c'est notre souveraineté alimentaire qui quand même est derrière. Moi, je voulais juste vous parler un petit peu de la loi d'orientation agricole parce que j'avais été auditionnée par cette même commission en début d'année et vous dire que vous rappelez et martelez comme à chaque fois que sans revenus, de toute façon, on peut faire ce qu'on veut. Ce sera un pansement sur une jambe de bois parce que tant qu'on n'a pas de revenus dans les exploitations agricoles, nous ne pourrons pas faire de projets à long terme. Alors, on ne peut pas voir déjà jusqu'à l'année prochaine. On a déjà des agriculteurs qui arrêtent, qui sont pris à la gorge. Il y a certains points sur la LOA dont on avait parlé qui sont pour nous rédhibitoires, dont Véronique a parlé.
Mais il est essentiel de mettre au centre le revenu et le foncier. Le GFAI pour nous était la ligne à ne pas franchir, nous en reparlerons. Que les agriculteurs soient maîtres de leur foncier est essentiel pour nous. Et un éleveur qui a du revenu dans son exploitation n'a pas de problème de transmission et n'a pas de problème sanitaire. Là, on vous parle d'épidémie avec des vaccins à payer 3 €, avec des analyses qui amènent un surcoût. Si nous avions les revenus en face, nous arriverions à gérer ces crises sanitaires. Et si nous n'avions pas toutes les strates administratives pour gérer cette crise sanitaire, ça nous aiderait énormément également. Quand on parlait de simplification administrative, on est en plein dedans. La FCO, la MHE, la Corrèze est touchée par ces 2 maladies. Et vous savez très bien que la grippe aviaire également touche une bonne partie du territoire. Donc ces crises sanitaires, on voit bien qu'elles sont gérées depuis de nombreuses années. Si ce n'est pas la MHE avec la transition écologique, ce sera une autre maladie. La FCO, il y a des variants toutes les années qui arrivent, donc nous n'avons pas les vaccins en face. Il faut absolument nous donner les moyens de gérer nos entreprises en bon père de famille, entre guillemets. Et ça passe par plusieurs leviers. Il y a le levier administratif avec la simplification, il y a le levier de la fiscalité, il y a le levier également des vétérinaires sanitaires, parce qu'il faudra en parler également. Nous avons des gros soucis de pénurie de vétérinaires ruraux et de bien-être animal. Alors le bien-être des éleveurs, je vous en parle même pas. Donc il y a beaucoup de points qui pourraient être améliorés et qui malgré tout sont bridés par l'Europe. Donc là, évidemment, il faudra en parler, notamment de la loi santé animale qui ne nous permet pas de soigner notre cheptel comme il le faudrait. Et c'est un point sur lequel j'aimerais vraiment attirer votre attention, parce que quand on parle de bien-être animal, il y a le bien-être de l'éleveur aussi derrière. Et ça fait partie également du soutien à l'élevage, d'avoir des éleveurs qui ne soient pas en burn-out ou qui ne se suicident pas non plus. Parce qu'il ne faut pas oublier le nombre de suicides par an en agriculture. Merci. Merci, mesdames. Donc, nous allons passer aux questions des orateurs de groupe. 4 minutes, je rappelle encore une fois, je martèle, mais laissez de la place à nos intervenantes, enfin à nos invités plutôt, pour qu'elles répondent à vos questions. On va commencer par le Rassemblement national. Et pour le Rassemblement national, c'est M. Antoine Gauliot. Oui, merci. Madame la présidente Le Floch, Madame la vice-présidente Rebière, merci de venir devant cette commission afin d'échanger sur la situation complexe dont fait face aujourd'hui le monde agricole. Des années de choix politiques désastreux ont plongé toutes les filières de l'agriculture dans une crise profonde et les difficultés et les menaces sont nombreuses. Prix de vente des produits agricoles trop faibles, hausse des coûts de production engendrés par l'inflation et l'accroissement des coûts des matières premières, un niveau trop bas du revenu des agriculteurs et une concurrence déloyale extra-européenne mais surtout intra-européenne. La liste des maux du monde agricole n'est malheureusement pas exhaustive et ce sont autant de défis auxquels nous devons répondre pour rendre à l'agriculture française le rang qui a été longtemps le sien. Ma circonscription côtière du Pas-de-Calais est dotée de nombreuses exploitations laitières. La filière laitière du Boulonnais, comme au niveau national, est confrontée à un prix de vente du lait trop faible. Les lois Egalim 1 et 2 ne sont pas encore parvenues à remédier au prix de vente insuffisant de ces produits agricoles. Par ailleurs, le coût des matières premières est de plus en plus élevé, notamment en ce qui concerne le soja et le colza. Ces exploitations se retrouvent dans des difficultés critiques dont les agriculteurs peinent à générer un revenu décent. Nous ne pouvons évoquer la situation de la filière sans parler de l'impact néfaste provoqué par les traités de libre-échange. L'accord conclu entre l'UE et la Nouvelle-Zélande sera catastrophique pour nos producteurs. La Commission envisage une augmentation de 30% de nos échanges avec la Nouvelle-Zélande, un pays qui est situé à 20 000 km et qui n'est pas soumis aux mêmes normes que nos agriculteurs. L'agriculture française n'est pas en voie de sortir de cette mise en concurrence totalement déloyale, les négociations d'ailleurs sur le Mercosur venant de reprendre. Alors Madame la Présidente, ma question est simple. Dans vos échanges avec la nouvelle ministre de l'Agriculture, allez-vous défendre vigoureusement la nécessité de sortir au plus vite de ces accords de libre-échange? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Vous avez 2 minutes pour répondre, Madame la Présidente.
Ça fait partie des fondamentaux de la coordination rurale, sortir l'agriculture des accords de l'OMC et permettre une certaine protection de nos agriculteurs. Je vous l'ai dit que dans le projet de loi d'orientation agricole idéal, il nous faudrait légiférer face à l'évitement des industriels à payer les agriculteurs. Et pour cause, nous avons affaire depuis la mise en place de la PAC de 92 à un développement des multinationales. Ce développement des multinationales s'est fait parce que justement les prix auxquels accédaient ces industriels, les prix dans nos fermes, sont restés à un niveau plaqué au niveau mondial. Aujourd'hui, les bénéfices de l'agro-industrie sont là pour nous montrer que tout va bien. Si je prends les chiffres du groupe Avril, qui ont bondi de 45% en 2022, celui des 4 compagnies qui dominent le marché des céréales, qui ont explosé, de 23% pour Cargill, de 80% pour Dreyfus, on voit bien cette mondialisation qui nuit à l'agriculture. Donc comment voulez-vous, en tant qu'agriculteur, supporter des charges et des normes françaises pour vendre à un prix mondial? Bien sûr, nous allons se battre pour sortir l'agriculture des accords de libre-échange. Vous avez parlé de la Nouvelle-Zélande. Comment accepter que la Nouvelle-Zélande puisse exporter 15 000 tonnes de produits laitiers vers l'Europe, alors que dans le cadre du CETA, c'est l'Europe qui se verrait pouvoir exporter 15 000 tonnes vers le Canada. On parle d'environnement ou pas? C'est la question. On voit encore par ces accords de libre-échange une priorisation ou un bénéfice au profit de ces multinationales. Quand vous voyez une entreprise comme Lactalis qui est présente dans 51 pays, bien sûr qu'elle peut profiter pour aller à l'export au Canada, mais au Canada, en tant que Lactalis Canada, elle vient aussi de bénéficier de plus de 3 millions de dollars d'aide pour cette concurrence. Merci. Merci Madame la Présidente. Pour le groupe Ensemble pour la République, Anaïs Glemer, pardon. Merci Monsieur le Président. Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente, alors je vais faire une question très concrète de terrain. Donc ça fait suite à des échanges que j'ai pu avoir avec la Chambre d'agriculture du Finistère. Donc en 2022, ce sont 77 millions d'euros de dégâts sur les cultures agricoles qui sont imputés aux sangliers en France, sans compter les dégâts imputables à d'autres espèces envahissantes comme les choucas, qui sont très nombreux dans notre territoire, ou les blaireaux. La population des sangliers explose dans mon département, comme sur l'ensemble du territoire national, alors que seul un tiers du département est chassable en raison de l'existence de réserves naturelles, de propriétés du conservatoire du littoral et de domaines militaires. Parallèlement, le nombre de chasseurs diminue chaque année. On estime à moins de 7 000 le nombre de chasseurs pour l'année 2025-2026, avec une baisse annuelle d'environ 250 chasseurs. La population des sangliers va donc continuer à exploser, avec comme conséquence l'augmentation du risque épidémique pour la peste porcine et des pertes agricoles qui doivent être indemnisées. Certains particuliers font d'ailleurs appel à des sociétés de chasse locales pour abattre des sangliers, ce qui peut créer des conflits entre les riverains et les chasseurs. Madame la Présidente, comment expliquez-vous la baisse du nombre d'agriculteurs chasseurs? Parce que c'est une réalité. Et envisagez-vous des solutions pour lutter contre les phénomènes d'abandon des fonds de vallée qui deviennent des zones de refuge en fait pour les sangliers? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Madame la Présidente. On répondra à deux voix. Donc, pour commencer, il faut distinguer deux types de dégâts de gibier. Il y a d'abord les dégâts des sangliers qui sont encadrés par justement la Fédération de chasse et donc qui passent par une déclaration à ce niveau. Il y a ensuite les dégâts des espèces classés protégés comme les choucas et pour lesquels il est difficile d'obtenir des arrêtés préfectoraux pour des battues. Ce que nous proposons, c'est déjà une déclassification de ces espèces à partir du moment où il est démontré qu'elles ne sont plus en danger de disparition et que l'on voit justement leur niveau de reproduction qui n'est pas atteint. Et donc je laisserai Amélie compléter.
Oui, donc ça tombe bien puisque je suis agricultrice et que je chasse, je piège. Donc on a des gros soucis, nous, avec les associations d'écologistes qui font casser les arrêtés préfectoraux, notamment pour justement le déterrage du blaireau. Donc comme disait Véronique, il y a les espèces chassables. Alors le sanglier, ça dépend des départements et des plans de chasse, mais par exemple le cerf, qui fait aussi des dégâts dans les cultures de maïs, par exemple, a un plan de chasse avec des bracelets à payer par les équipes de chasse. Et quand vous dites également que, effectivement, il n'y a pas beaucoup de chasseurs agriculteurs, il faut savoir que le temps qu'on nourrisse les bêtes le matin, on n'a pas le temps de faire le pied, comme on dit, on n'a pas le temps d'aller forcément à la chasse comme il faut. Et c'est un partenariat qu'il faut avoir avec les chasseurs. Nous, en Corrèze, on paye le permis de chasse à nos adhérents parce qu'on part du principe qu'il faut tous travailler ensemble et qu'on ne peut pas opposer les chasseurs et les agriculteurs. Donc, c'est vrai que c'est un vaste sujet parce que ça crée des tensions localement. Nous, quand on paye une mise en culture avec du maïs, par exemple, et que c'est ravagé par le blaireau et qu'on ne peut rien faire, ça crée des tensions avec nos amis écologistes. Donc, soit on envoie la facture à ces associations ou essayer de sensibiliser le groupe écologiste de l'Assemblée nationale. On est tout à fait enclin à les inviter sur nos exploitations pour leur expliquer le fonctionnement. Il ne s'agit pas de tout... d'éradiquer le blaireau, par exemple, mais de le réguler. Parce qu'on parlait de la tuberculose tout à l'heure, ça véhicule aussi des maladies. Donc, il faut trouver quand même malgré tout un équilibre et savoir si on veut nourrir la population de façon vertueuse, continuer à faire notre travail comme il faut, ou si on veut justement avoir une faune sauvage exponentielle et ne plus avoir d'agriculteurs en France. Merci beaucoup, mesdames. On va passer au troisième orateur de groupe pour la France Insoumise, Mathilde Igné. Pardon, Aurélie Trouvé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les présidentes, vice-présidentes de la coordination rurale. D'abord, nous partageons vos inquiétudes. Les agriculteurs subissent les dégâts d'une libéralisation inédite de tous les marchés agricoles, jamais remise en cause depuis 30 ans et qui est approfondie depuis 7 ans sous les gouvernements Macron. Et je voudrais parler de l'élevage ovin-viande, qui en est le malheureux exemple, qui permet pourtant de maintenir l'agro-pastoralisme dans les montagnes, les emplois agricoles, la vie tout simplement, et qui subit de plein fouet, comme tant d'autres productions, une concurrence internationale de plus en plus féroce, qui fait que nous importons en France, vous le savez, plus de la moitié de ce que nous consommons en viande d'agneau et de mouton. Le nombre d'exploitations ovines a chuté de 65% en 20 ans, et c'est de pire en pire. Et je voudrais dire que cette concurrence, elle est choisie et organisée par les gouvernements successifs. La première origine de l'importation de viande ovine, vous le savez, c'est la Grande-Bretagne, presque 40%. D'ailleurs, on aurait pu imaginer meilleures négociations dans le cadre du Brexit de ce point de vue, par Michel Barnier. Et il y a ensuite le choix d'Emmanuel Macron de signer l'accord de libre-échange entre la Nouvelle-Zélande et l'Union européenne l'année dernière. Près de 400 000 tonnes d'importation à droit de douane nulle de viande d'agneau. L'Union européenne et le Chili, nouvel accord de libre-échange, 4 000 tonnes. Et qu'en sera-t-il de celui entre l'Union européenne et l'Australie, encore soutenu par le président Macron? La Commission propose de quadrupler le quota actuel et on sait que ça finira de détruire l'élevage ovin local. Alors la France Insoumise l'affirme, et je voudrais savoir si vous le partagez, un accord de libre-échange juste et bon n'existe pas pour l'agriculture, même avec des clauses miroirs. Ça pousse toujours à une dépendance grandissante aux marchés internationaux chaotiques. Ça pousse toujours au dumping environnemental et social partout dans le monde. Autre fléau que subit l'ovin, la fièvre catarrhale ovine, qui décime les élevages, qui est aussi le résultat de l'impuissance de l'État néolibéral. Quand les épizooties s'enchaînent, la réaction du gouvernement est dramatiquement insuffisante et tardive. Qu'attend-il pour organiser le déploiement vétérinaire, l'achat groupé des vaccins et leur prise en charge, l'indemnisation de tous les sérotypes? De ce point de vue, le fonds mutuel de risque sanitaire est bien insuffisant. Alors, les éleveurs ovins en sont à espérer un vaccin en novembre. Mais on est où? On est dans un pays du tiers-monde. On n'est même plus capable de produire le vaccin en France. On est obligé de s'approvisionner en Espagne, qui logiquement va livrer ses éleveurs en priorité. Qu'est-ce qu'on attend pour planifier une production adéquate de vaccins en France face aux crises sanitaires qui vont se développer? Alors c'est l'occasion de leur dire, le refus obsessionnel de la planification fait mourir l'agriculture et l'élevage. Et dans les propos de la nouvelle ministre de l'Agriculture, rien qui laisse augurer d'une quelconque remise en cause de tout ça. Rien pour réguler les prix ou les échanges, rien pour protéger les agriculteurs face à la concurrence déloyale,
rien pour planifier face aux crises sanitaires. Pire, les éléments du budget 2025 indiquent des coupes budgétaires massives de l'ordre de 8%. Alors, il ne faudra pas s'étonner si la colère des agriculteurs monte ces prochaines semaines. Et, je le dis, nous les soutenons déjà. Madame la Présidente. Alors, on est d'accord sur les accords de libre-échange, on est d'accord sur le déclin de la production ovine. Un mot quand même pour l'agrivoltaïsme qu'on pourra développer tout à l'heure, mais qui pour nous semble une solution pour relancer le secteur ovin. Mais par contre, je reviendrai sur ce qui a été décidé au niveau européen. C'est la création d'une force de contrôle sur la concurrence déloyale en agriculture avec la mise en place d'un service d'audit sanitaire et agricole intra- et extra-européen. Donc je pense que c'est un dossier à suivre. Merci. Donc nous passons pour le groupe socialiste à Valérie Rossi. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame la Vice-présidente. Merci de venir échanger avec nous. L'agriculture représente un secteur vital pour notre pays. Je suis de celles qui estiment qu'il ne saurait y avoir de pays sans paysans. Cependant, notre agriculture est confrontée à de multiples défis qui perturbent son attractivité et son développement. Des conditions climatiques difficiles, inondations dramatiques, sécheresses dévastatrices, une filière céréalière très fragilisée qui connaît en conséquence une baisse notable de ses rendements, un accès à la ressource en eau qui devient une priorité pour le secteur, une concurrence déloyale des importations agricoles en provenance de pays qui ne respectent pas les normes européennes et tirent les prix vers le bas, une crise du bio sans précédent avec une offre supérieure à la demande. À ces problèmes de rendement, de prix et de revenus s'ajoute une crise sanitaire inédite d'épizootie qui décime en quelques jours des troupeaux entiers, ovins, bovins ou même caprins. Aucune espèce de ruminant n'est épargnée et le taux de mortalité peut atteindre 50% des cheptels ovins avec le sérotype 3. Ces épidémies provoquent une baisse de la fertilité et des avortements qui impactent la capacité de production des élevages. Mon département, les Hautes-Alpes, est frappé de plein fouet et pour autant ne fait pas partie de la zone vaccinale prioritaire. Nos éleveurs ont besoin de réponses rapides que nous sommes en devoir de leur donner et nous devons y travailler ensemble. Aussi, premièrement, que pensez-vous de notre stratégie nationale de vaccination ? Deuxièmement, au plan des solutions, souhaitez-vous une remise à plat de la loi Egalim et dans quel sens ? Troisièmement, et enfin, parmi toutes les attentes que vous avez énumérées dans votre propos liminaire, dans le cadre du projet LOA dont la discussion a été interrompue, quelles seraient les mesures à prioriser selon vous dans un calendrier à venir de façon imminente ? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Vous avez un peu plus de 2 minutes pour une réponse en duo. Alors, on reviendra sûrement dessus après. Moi, je vais vous parler plus spécifiquement de la crise sanitaire. Effectivement, pour la FCO, par exemple, il faut bien sûr indemniser les morts à l'instant T, mais il faut également prendre en compte tous les retards de reproduction, parce qu'il y en a un impact de trésorerie cette année, mais l'année prochaine, nous aurons également des impacts de trésorerie, et c'est ce qui se passe déjà depuis l'année dernière. C'est-à-dire qu'on a eu un épisode de FCO l'an dernier, et nous n'avons pas de vélage. Alors moi, je vous parle des éleveurs bovins, puisque c'est ce que je connais le mieux. Nous n'avons pas de vélage cette année, donc ça va impacter fortement la trésorerie, qui à nouveau va subir la FCO. Donc pour la stratégie vaccinale, effectivement, nous pensons que c'est vraiment trop tard, qu'il aurait fallu anticiper un peu plus au même ordre que la Belgique ou que la Hollande, par exemple. On ne vaccine pas un cheptel malade. Et après, pour la FCO, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, autant d'années différentes, autant de variants différents. Donc il est impératif d'indemniser sur les pertes, mais également de prévoir un plan sanitaire plus large et de donner plus de pouvoir à l'éleveur pour qu'on ait un statut d'éleveur infirmier. Alors, sur Egalim, je serai rapide. Pour nous, Egalim, en l'état, n'a pas suffisamment bien marché parce que tous les articles n'ont pas été mis en application comme ils auraient dû. Mais en tout cas, on ne peut être que d'accord avec les 20% de bio dans la restauration collective. Encore faut-il déterminer quel est à quelle échelle s'inscrit la restauration collective? Est-ce qu'il s'agit uniquement de l'institutionnel ou on inclut aussi la restauration collective commerciale? Appliquer aussi l'article 44, poursuivre dans les contrôles de la francisation
mais pas uniquement au niveau de la distribution, aussi au niveau de la transformation. Et il nous paraît intéressant aussi de souligner un point qui était dans la première version de la loi, c'est de revenir sur... excusez-moi, je vais vous lire l'extrait. Le régime juridique des coopératives sera modernisé avec notamment une clarification de la redistribution des gains des coopératives agricoles et leurs associés coopérateurs. Merci Madame la Présidente. Vous aurez le temps de répondre au collectif après. Vous pouvez choisir. Vous aurez tout le temps dont vous avez besoin à la fin des questions individuelles. Donc je vais passer pour la droite républicaine à Guillaume Lepers. Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente, au nom du groupe de la droite républicaine, je tiens à vous remercier pour votre engagement dans la défense des intérêts de nos agriculteurs et pour votre présence aujourd'hui afin d'échanger avec nous. Dans un contexte où les pressions sur le monde agricole ne cessent de croître, votre action et votre capacité à mobiliser sont plus que jamais essentielles pour faire entendre la voix de nos agriculteurs. Évidemment, je connais bien votre syndicat qui porte des combats légitimes dans ma circonscription du Lot-et-Garonne, notamment autour de la question vitale de l'eau. Je sais aussi que vous portez une voix différente, particulièrement pour défendre les petites exploitations. Ce sont elles qui font la singularité de la ferme France et pourtant, ce sont elles qui souffrent le plus des tensions actuelles. Dans ce contexte, je souhaite rappeler que le groupe de la droite républicaine s'est toujours battu pour une agriculture forte, garante de notre souveraineté alimentaire. Les questions du revenu de nos agriculteurs, du foncier, de réciprocité des normes, de réduction de charges fiscales et de protection face aux importations déloyales sont donc au cœur de nos préoccupations. Nous sommes conscients que sans une véritable libération des contraintes fiscales, environnementales et administratives, nos exploitations, et plus particulièrement les plus petites, ne pourront pas survivre. Par ailleurs, en tant qu'élu du monde rural, malheureusement confronté régulièrement à des suicides d'exploitants agricoles, je rappelle que la MSA a cet été mis en lumière qu'ils sont 77,3% de plus de risques de mortalité par suicide que le reste de la population active. Ces drames emportent avec eux des familles endeuillées qui subissent les conséquences d'une politique agricole qui épuise nos exploitants. Sur ce sujet, pensez-vous que la plateforme Agri-Écoute est-elle efficace? À défaut, avez-vous des pistes d'amélioration à nous présenter? Concernant l'installation des jeunes, des annonces ont été faites, vous l'avez dit en introduction, sur les maisons services agricoles. J'avais la question de savoir si vous étiez satisfait de cette proposition. Vous avez répondu en introduction que non. Après un printemps et un été marqué par une météo catastrophique à tout point de vue, les récoltes de cette année ne sont pas bonnes. Outre les conséquences directes sur la trésorerie des exploitations, cela pose aussi la question de la protection face aux aléas climatiques. Le système assurantiel a des failles désormais évidentes. Comment pensez-vous qu'il pourrait être adapté ou amélioré? Nos éleveurs sont également frappés par les épizooties récurrentes, avec notamment le drame de la FCO qui décime les troupeaux depuis des mois, mais aussi de la grippe aviaire qui menace chaque année nos volailles. Quel est votre regard sur les retards pris dans la mise en œuvre de cette vaccination? Et je terminerai par une question plus globale. Alors que les trésoreries sont dans le rouge et que le moral de nos exploitants en berne, il apparaît évident que le temps législatif n'est pas celui de l'urgence de vos professions. Quelles seraient donc pour vous les quelques mesures qui pourraient être mises en œuvre rapidement par le nouveau gouvernement afin de répondre à la colère qui semble vouloir s'exprimer de nouveau dès la fin des semis? Merci, chers collègues. Vous avez 40 secondes pour répondre à l'ensemble des questions. Ah bon. Oui, alors je vais être très brève. Je vais vous répondre juste sur un point sur le système assurantiel. Nous trouvons vraiment que c'est une aberration d'avoir de l'argent de la PAC qui parte dans les poches des assurances privées. On n'a plus de solidarité, c'est le système du plus gros qui a les moyens de s'assurer, qui bouffe le plus petit, parce que vous le dites, pourtant malgré tout, il faut défendre notre système de ferme familiale et des petits qui sont en difficulté, il faut les défendre également. Donc pour nous, le système assurantiel est un système à revoir entièrement, parce que ce n'est pas valable pour les petits en difficulté, et c'est inadmissible que l'argent public aille dans les caisses d'assurance privée.
Merci, Madame la vice-présidente. Pour le groupe écologiste et social, Monsieur Benoît Biteau. Merci, Monsieur le Président. Merci à toutes les deux de vous être prêtées à l'exercice de cette audition devant cette commission. Vous avez accès... S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est pas un peu de silence pendant qu'on pose des questions. Même si je suis écologiste, je dis des choses parfois. Voilà. Donc, vous avez axé votre plaidoyer autour du revenu, de la souveraineté alimentaire, ce qu'on peut partager. J'attire votre attention quand même sur le fait qu'aujourd'hui, les menaces sur le revenu, les menaces sur la souveraineté alimentaire sont aussi autour du dérèglement climatique et de l'effondrement de la biodiversité, et que donc il faudra attraper ces sujets à bras-le-corps et probablement conduire des politiques publiques pour que les agriculteurs puissent être accompagnés dans ce véritable défi qui consiste à attraper ces sujets et frontalement s'attaquer justement au dérèglement climatique, à cet effondrement de la biodiversité. Et donc je pense que la simple loi du marché, des prix sur les produits ne suffiront pas à tenir des revenus dignes et décents pour les agriculteurs et la souveraineté alimentaire. Et moi, je voulais avoir votre avis sur, plutôt que de repousser l'idée de politique publique, d'aide publique aux revenus des agriculteurs, plutôt sur la refonte de manière à ce que ces aides publiques puissent être, à l'inverse, peut-être un filet de sécurité à cette économie libéralisée qui fait que le revenu des agriculteurs, la boussole du revenu des agriculteurs ne pourrait être que, par exemple, la bourse de Chicago qui, on le sait, est à l'origine de fluctuations de cours extrêmement préjudiciables pour la rémunération des agriculteurs. Vous avez évoqué aussi les produits locaux, et moi je suis tout à fait d'accord avec ça, mais si on veut retrouver des produits locaux et donc la souveraineté alimentaire locale, c'est un principe de vase communicant. Il va falloir aussi qu'on s'attaque à des logiques où on a engagé l'agriculture sur des logiques exportatrices. Les mêmes surfaces ne peuvent pas porter des productions qu'on va exporter et des productions qui vont être servies localement dans nos assiettes. Et donc, il va peut-être falloir travailler sur la refonte de nos productions de manière à ce qu'elles soient plus orientées vers des consommations locales. Et donc, peut-être s'attaquer à l'accord de Blair House qui, sur les protéines végétales, limite en Europe la surface en protéines à 5,2 millions d'hectares, alors que si on veut trouver notre autonomie protéique végétale, il faudrait qu'on porte ces surfaces en Europe entre 15 et 18 millions d'hectares. Donc on voit bien que là, on a des paradoxes, et ça va peut-être dans votre sens, qui consistent à imaginer, revisiter les accords tels qu'ils sont construits aujourd'hui et qui... télescope, moi j'ai pas peur de le dire, télescope notre volonté de souveraineté alimentaire. Puis un petit clin d'œil, je suis écologiste mais j'ai mon permis de chasser. Je ne l'utilise pas parce que j'ai pas le temps pour plein de raisons, mais et donc je vous invite à avoir un peu de discernement. Tous les écologistes ne sont pas forcément des gens qui ne comprennent pas les enjeux des territoires ruraux. Après ce clin d'œil, il vous reste 40 secondes pour répondre, mesdames. Alors, tout a été dit. On avait souligné ce problème dans le règlement européen du PSN qui, justement, limite le développement des surfaces de légumineuses en Europe. C'est catastrophique. Par rapport à l'eau, je voudrais quand même dire que l'eau est indispensable à l'agriculture, que l'eau équivalente aux importations où c'est plus de 3 milliards de mètres cubes, c'est l'équivalent de ce que l'agriculture française prélève. Je voudrais aussi vous rappeler que notre surface agricole utile, c'est 27 millions d'hectares, alors que les surfaces urbanisées, c'est 12 millions d'hectares, et que nos villes ne sont pas aux normes. Donc je pense que vous, en tant que législateur, on devrait retirer les compteurs aux agriculteurs pour les mettre en ville, pour savoir combien de mètres cubes d'eau sont perdus et combien de mètres cubes d'eau vont à la mer. Mais on est prêt à faire un séminaire ensemble sur l'eau. Très bien, pour cette proposition sur l'eau, il y a du travail. On va passer au groupe démocrate, M. Éric Martineau.
Merci Monsieur le Président et merci à la Commission de m'accueillir temporairement dans cette commission. Merci Mesdames pour les présidentes pour votre présence parmi nous, même si j'ai pas pu assister parce que j'étais justement dans une autre commission auparavant à tout l'exposé. J'aimerais revenir sur deux choses qui me tiennent à cœur, la structuration des filières et les cahiers des charges. Nous avons, avec mes collègues du groupe démocrate, soutenu cette loi d'orientation agricole et nous en sommes plutôt fiers. J'espère qu'elle va continuer son chemin parce que moi j'y crois. Et lorsque vous êtes justement critique envers cette loi, est-ce que vous ne pensez pas que nous devrions, que tous les problèmes ne seront pas résolus uniquement par le politique, mais bien aussi par le monde agricole? Je m'explique. C'est-à-dire que lorsque vous êtes un individuel, je suis moi-même agriculteur, quand vous êtes agriculteur seul ou en groupe, donc en groupement de producteurs, ou donc en OP, organisation de producteurs, voire même en association d'organisation de producteurs, ne croyez-vous pas que par ces regroupements, nous pourrions déjà résoudre certains problèmes, entre autres sur la définition du prix et donc d'assurer un revenu aux agriculteurs. Personnellement, j'en suis convaincu. J'aimerais votre avis sur le sujet. Et la dernière chose, lorsque j'avais eu la chance avec ma collègue Anne-Laure Blin de mener une mission de contrôle sur les contrôles en agriculture, nous nous étions rendus compte que dans ces contrôles en agriculture, il y a les contrôles de l'État, et de tout ce que ça suppose, mais nous avons surtout le ressenti, lorsque vous êtes agriculteur, de ces problématiques de cahier des charges. J'aimerais votre avis sur les cahiers des charges qui, eux, ne sont pas obligatoires, qui par contre participent au mal-être agricole, ça j'en suis convaincu, mais comment on peut faire la différence et de toujours aller vers plus de cahiers des charges signés avec X chaînes de distribution, et que ce soit en bio, en HVE, mais en cahier des charges distributeurs. Oui, mais c'est quand même des cahiers des charges qui ne sont pas obligatoires. Lorsque vous êtes agriculteur, vous n'êtes pas obligé de signer un cahier des charges bio ou HVE. Voilà. J'aimerais votre avis sur le sujet. Merci. Merci, chers collègues. Mesdames. Concernant la structuration des filières, je reviendrai sur la loi pour un choc de la compétitivité de la ferme France. C'était intégré dans cette version-là avec un haut commissaire à la compétitivité des filières agricoles et agroalimentaires et des plans quinquennaux pour le suivi de ce développement des filières. Il y avait aussi un volet, un article sur justement les productions à relancer. Et là-dessus, oui, on peut s'arranger avec les OP pour obtenir des prix rémunérateurs. Mais la principale OP, celle qui est la plus vertueuse, ce sont les coopératives. Et si nous demandons une loi sur les coopératives, c'est bien parce qu'aujourd'hui, elles se sont structurées pour les grosses avec un fonctionnement sous forme de holding, lesquels ont à leur bilan les filiales versent leurs dividendes à la holding et rien ne revient aux agriculteurs ou très peu. Donc c'est pour cela que nous demandons cette loi de moralisation des coopératives agricoles. Merci, vous avez encore la parole pour 40 secondes. Ah oui. Rapidement, sur le cahier des charges, moi je suis éleveuse de veau de lait et label, donc le cahier des charges, je sais exactement ce que c'est, HVE aussi. Et le souci, c'est que nous avons peur que tous ces labels, tous ces cahiers des charges, en fait, viennent contrecarrer notre agriculture vertueuse, en fait, parce que c'est pas parce qu'on est en conventionnel qu'on fait pas une agriculture vertueuse. Et à force d'avoir des labels, d'abord, ça perd les consommateurs, et nous n'avons pas le revenu en face des contraintes. Merci, mesdames. Pour le groupe Horizon, j'avais monsieur Alfandari que je ne vois pas, mais je suis sûr que monsieur Benoît va improviser une question à sa place. Merci, monsieur le président. Madame la présidente, madame la vice-présidente, dans votre propos introductif, vous avez abordé plusieurs points très intéressants. Vous avez évoqué le foncier en disant que vous aviez un certain nombre de propositions sur le foncier. J'aimerais entendre vos propositions. Vous venez d'aborder les coopératives. Vous pouvez éventuellement développer sur la loi que vous souhaitez sur les coopératives. Et vous avez aussi abordé une nécessaire restructuration ou réforme des interprofessions. Pouvez-vous également développer ces points? Ça vous fait pratiquement 4 minutes. Merci, monsieur. Excellent, monsieur le cher collègue. C'est 3 minutes 30 pour l'ensemble des réponses. Alors, mais on peut faire un débat. Vous pouvez reprendre la parole, etc. Alors, sur le foncier agricole, pour la coordination rurale,
Il n'est pas question de voir la finance rentrer dans nos exploitations. Un moyen doit être trouvé pour permettre l'accession au foncier aux agriculteurs et dès leur installation. Nous sommes favorables au fonds de portage proposé par la SAFER, étant donné qu'il fixe dès le départ le prix du foncier. Néanmoins, une de nos propositions concernant le foncier agricole reviendrait à s'appuyer ou à s'inspirer de la loi d'Eurobiens qui existait dans l'immobilier. Cela veut dire que quand un agriculteur acquiert du foncier, admettons 100 000 €, on choisit une date d'amortissement, il amortit chaque année 10 000 €. En face, il met les revenus fonciers de ses propres terres comme un revenu. Ces revenus sont annulés du fait de l'amortissement. Il économise alors la CSG. Les pertes pour l'État, dans le cas d'un exemple de 100 000 € qui correspondrait à 20 hectares chez moi, c'est uniquement 3 000 € de perte de CSG-CRDS sur 10 ans. Comparé à un système qui pourrait être celui de passer par un groupement reconnu d'économie sociale et solidaire comme Terrafine, lequel permet de vendre des parts de foncier papier avec une réduction d'impôt allant jusqu'à 25%. Dans ce cas-là, vous êtes avec un coût à l'État de 25 000 €. Donc je préfère que le foncier soit entre les mains des agriculteurs, que l'accession soit permise par ce biais fiscal qui ne coûterait pas cher à l'État. Et pour un jeune, vous avez la possibilité de négocier auprès des banques des prêts très long terme, à savoir 20 à 30 ans, avec des paliers pour lui permettre d'avaler d'abord son installation sur 9 à 12 ans, avec des échéances qui équivaudraient au loyer qu'il aurait payé à un tiers. Donc, je suis au bout, non? Alors ça, c'est bon pour le foncier. Sur les coopératives... Alors, sur les coopératives agricoles, justement, c'est de consolider au sein du bilan même de la coopérative toutes les filiales. Cela passe justement soit par un envol de certaines filiales, soit par le retour au niveau du bilan de la COP. Ensuite, il y a plusieurs mesures justement pour contrôler la rémunération des dirigeants, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a un critère qui est important pour toutes les entreprises. On regarde la masse salariale sur la valeur ajoutée. L'objectif visé est d'être en dessous les 50%. En agroalimentaire, on est en moyenne à 53%. Cette moyenne est relevée à cause des coopératives pour qui le chiffre est de 72%. Donc nous avons une masse salariale qui explose au niveau des coopératives du fait de leur structuration, parce qu'ils dépendent de l'accord national paritaire qui leur permet d'avoir une meilleure rémunération. Plus le chiffre d'affaires de la coopérative est élevé et plus il y a de salariés. D'où leur montage qui va dans le sens de grossir. Et au niveau des... 10 secondes, allez-y. Au niveau des interpros, il faut justement revenir sur l'intérêt de ces interpros. Où vont les budgets? Est-ce qu'il est judicieux d'aller financer des bureaux à Shanghai, à New York? Enfin, il y a tout un volet là-dessus. Il est dans notre projet pour un choc de la compétitivité de la ferme France. Projet que M. Benoît se chargera de lire en détail. Attentivement. Merci. Pour le groupe LUT, je crois que M. Huvart est parti. Je ne le vois pas. Donc on va passer directement à GDR, M. André Chassaigne, président Chassaigne, pardon. Oh, merci. Moi, je voulais poser des questions pour essayer d'éclaircir certains points de ce que votre syndicat porte. De notre côté, on voit qu'il y a une approche de compétitivité, ce qu'on pourrait qualifier de libérale. Et de notre côté, il y a aussi, je pense, la nécessité qu'il y ait une agriculture plus administrée. En tout cas, c'est ce que je porte. Et en particulier sur l'efficacité de la loi Egalim, aller beaucoup plus loin pour qu'il y ait une intervention de l'État qui permette de garantir des prix rémunérateurs. Quelle est votre appréciation sur ce qu'on me reproche de porter une agriculture à la soviétique en disant qu'il ne faut pas que l'agriculture soit trop administrée? Deuxième question. Vous avez anticipé une question que j'allais vous poser, et sur notamment le système public de prévention et de gestion des risques. Moi, je porte aussi, depuis plusieurs années, j'avais déposé une proposition de loi
que je vous enverrai d'ailleurs pour que vous puissiez l'analyser. Je pense qu'il faut un système assurantiel qui soit public, qui d'ailleurs ne s'arrête pas seulement à l'assurantiel, mais aborde la question de la prévention, en lien en particulier avec le réchauffement climatique, la croissance des échanges agricoles internationaux. Il faut une autre approche qui protège davantage, qui anticipe la production agricole. Et la troisième question, c'est sur le libre-échange. Pour éclaircir votre point de vue, moi, par exemple, je suis opposé au système de libre-échange. Notamment, je considère que l'agriculture ne doit pas être inclue dans un accord de libre-échange. C'est une forme de bien public, la production agricole. Mais est-ce que vous êtes cependant sur le maintien des accords de libre-échange avec une dimension agricole, en considérant qu'il faut davantage de contrôle sur les produits qui peuvent être importés par le biais des accords de libre-échange, ou est-ce qu'au contraire, vous pensez qu'il faut mettre ça par terre, remplacer par des accords de coopération, d'échange, qui peuvent être au niveau bilatéraux, par exemple, entre des États, et tel que ça peut se faire, par exemple, aujourd'hui, avec ce qui concerne les échanges commerciaux équitables. Quel est votre point de vue là-dessus ? Sur cette question des échanges entre nations, entre pays, parce qu'il peut y avoir effectivement une circulation commerciale, y compris sur l'agriculture. Merci, Président. Madame la Présidente. Je pense que c'était dans mes propos préliminaires l'exception agriculturelle. C'est justement faire en sorte qu'on sorte l'agriculture de l'OMC pour ne pas les inclure dans les accords de libre-échange, pour ne pas aller faire du dumping en Afrique avec nos excédents. Mais la première sécurisation de notre revenu, ou pour faire face aux aléas climatiques et autres, c'est de pouvoir justement se constituer une trésorerie avec, comme il existait par le passé, une année dans nos champs, une année à la banque et une année en stock dans nos fermes. Donc, la seule protection que l'on pourrait avoir au niveau de l'Europe, c'est au travers de la réserve de crise qui existe depuis 2012, qui jusqu'en 2021 n'était pas reportable si elle n'était pas utilisée. La première année où elle a été utilisée, c'était 2022 par rapport à l'Ukraine, donc les 450 millions d'euros. Et cette année... bien sûr qu'il faudrait faire appel à cette réserve de crise et qu'elle intervienne de façon beaucoup plus rapide, et je pense qu'elle devrait être beaucoup plus abondée. Et je reprendrai juste les propos du commissaire passé, donc qui disait le 13 juin 2023, quand il abordait la question budgétaire, en disant qu'il n'existait pas encore de position officielle de la Commission. Il rappelait que le budget de la PAC, c'était 0,4% du PIB, que nous ne sommes pas en mesure de répondre efficacement aux grands défis auxquels l'agriculture est confrontée dans cette crise majeure, avec un risque que les agriculteurs abandonnent les paiements directs. C'est aussi un risque réel. Et donc, il disait bien, la réserve agricole n'est pas suffisante dans une situation de crise profonde et généralisée. Merci, Madame la Présidente. Nous allons passer maintenant aux questions individuelles. J'ai 9 questions individuelles. N'hésitez pas à vous manifester si vous ne l'avez pas fait encore. Et on commence par Monsieur Patrice Martin. Qui est-ce qui est... Oui, toi. Non, ça ne marche pas. Non. Prenez celui-là, monsieur. Oui, merci, Monsieur le Président. Mesdames, comme vous le savez, l'année dernière, votre syndicat, la coordination rurale, a mené des manifestations d'ampleur nationale qui ont marqué les esprits et alerté le gouvernement sur la précarité de nos agriculteurs. Je viens exprimer ici une pensée pour l'agricultrice qui a tragiquement perdu la vie en défendant sa profession sur un barrage routier, ainsi que sa fille. Je souhaite rappeler certaines de vos revendications essentielles. La concurrence déloyale à cause des importations de produits agricoles de pays aux normes moins strictes que celles imposées à l'agriculture française, encouragées par des accords comme le CETA et l'accord UE-Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui, la Chine, en réponse aux taxes européennes sur ses voitures, impose des barrières douanières sur des produits agricoles français comme le cognac ou les produits laitiers. Quant à l'accord du Mercosur, bien sûr, bien que le Premier ministre Michel Barnier ait apparemment exprimé son position, la décision finale dépend de Bruxelles et non de la France seule. Comment réagiriez-vous si cet accord venait à être ratifié sans l'aval de notre pays ? Merci. Merci, cher collègue. Madame Nicole Lepay. Vous aviez demandé la parole pour une question d'1 minute. Non ? C'est pas grave. Non, mais ce n'est pas grave.
On peut passer au suivant. Allez, hop. Vas-y. Excusez-moi. Donc, merci, Monsieur le Président. Donc, face à une récolte, mesdames, 2024 qui s'annonce particulièrement difficile, avec des productions en crise, des élevages frappés, on va dire, par des maladies comme la FCO, et la filière bio qui est asphyxiée par l'augmentation des coûts et la baisse des prix, vous soulevez des enjeux importants, notamment sur la réadministration et l'absence de protection contre des importations qui ne respectent pas nos normes. Cependant, les solutions concrètes à court terme tardent à émerger. Alors, quelles actions immédiates, réalistes et applicables, dans le cadre des discussions sur le PLF 2025, proposez-vous pour soutenir efficacement nos agriculteurs et garantir la viabilité de leur exploitation? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Madame la Présidente. Excusez-moi, si on enchaîne les questions. Ouais, voilà, faute de quart, première faute de quart, c'est la fatigue. Donc, et je ne suis pas des Alpes en plus. Monsieur Laurent Alexandre. La propagation de maladies qui touchent les bêtes d'élevage, comme la fièvre catarrhale ovine, provoque une crise agricole importante et l'inquiétude de nombreux éleveurs, y compris ceux de mon département de l'Aveyron. Elle s'ajoute aux dégâts provoqués par l'importation de viande néo-zélandaise à bas prix et à une dérégulation des marchés soutenue par la Commission européenne et par le gouvernement Macron. Ce dogme du libre-échange favorise également la diffusion des foyers infectieux. Nous sommes nombreux à considérer la réponse de l'État comme étant largement insuffisante. Et c'est pour cela que les députés LFI et NFP ont fait des propositions, entre autres, pour permettre l'accès et la prise en charge à 100% des vaccins et accélérer la recherche des maladies virales. Mes questions seront, considérez-vous que la réponse de l'État est adaptée et à la mesure de l'urgence? Et quelles nouvelles mesures vous paraissent prioritaires pour conjurer cette crise? Je vous remercie. Merci. Monsieur Éric Martineau. Merci, Président. Mesdames, pendant votre présentation tout à l'heure, vous avez parlé de francisation au titre des industriels et chez les distributeurs. Mais ne pensez-vous pas qu'il y existe aussi de la francisation, y compris dans le milieu agricole, peut-être nos coopératives ou autres, mais j'aimerais votre avis sur le sujet. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Madame Mélanie Thomas. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, vous avez posé tout à l'heure en préambule votre attachement à la bonne transmission des exploitations. En particulier dans les filières de l'élevage, l'enjeu du renouvellement est majeur dans notre pays. À l'occasion du Salon de l'élevage au Space de Rennes, il y a eu une annonce importante, ou en tout cas intéressante, celle du Crédit Agricole qui a annoncé son intention d'entrer au capital des fermes. Cette banque propose de devenir actionnaire des exploitations agricoles, en particulier dans les filières en production volaille et porcine. Afin de compenser le nombre de départs à la retraite, pensez-vous que ce coup de boost bancaire peut être utile aux agriculteurs qui souhaitent s'installer? Et par ailleurs, selon vous, une banque est-elle légitime pour entrer au capital d'une exploitation? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur Jean-Pierre Vigier. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente et la Vice-Présidente de la Coordination rurale, vous le savez, aujourd'hui, nous avons un changement climatique et ça, c'est indéniable. Pendant la gestion de l'eau dans les années à venir va être déterminante, notamment pour le monde agricole. Le bon sens, il me semble, veut que l'on capte l'eau quand elle est abondante et la restituer au milieu, elle ne disparaît pas, la restituer au milieu quand on en a besoin. Cela passe, à mon sens, par la réalisation de retenues collinaires. J'ai bien dit de retenues collinaires. Cependant, les démarches administratives sont souvent lourdes et les procédures longues. Aussi, j'ai deux questions. Quelle est votre position sur la création de retenues collinaires et quelles propositions faites-vous pour alléger toutes ces procédures? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur Boris Tavernier. Hop. Je vais apprendre. Merci Madame la Présidente et Madame la Vice-Présidente pour vos interventions. La défense de notre souveraineté alimentaire est un enjeu qui devrait toutes et tous nous préoccuper. Aujourd'hui, notre souveraineté alimentaire est mise à mal. Elle est mise à mal par le réchauffement climatique, elle est mise à mal par la chute massive et à venir du nombre d'agriculteurs, elle est mise à mal par les accords de libre-échange qui se poursuivent, mais elle est aussi mise à mal par la dépendance de notre système agricole à de nombreuses importations. Nous importons pour produire. En mars 2024, le gouvernement a ainsi publié un rapport d'évaluation de la souveraineté agricole et alimentaire de la France. Ce dernier souligne notre très forte dépendance vis-à-vis de l'importation d'intrants.
À titre d'exemple, la France est très fortement dépendante aux importations d'azote minéral qui servent pour les engrais. Concrètement, en 2022, la France importait plus de 80% de ces engrais, dont une large part provient de pays en dehors de l'Union européenne, créant une double dépendance aux pays tiers et aux énergies fossiles qui servent à les fabriquer. Cette dépendance représente une vulnérabilité forte pour notre pays, mais également pour nos agriculteurs. Ainsi, afin de protéger la souveraineté alimentaire de notre pays, que propose la coordination rurale pour réduire notre dépendance à ces importations d'entrants? Quel plan pour des systèmes de production plus économes et autonomes en intrants? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Madame Aurélie Trouvé. Merci, Monsieur le Président. Bon, c'est une question qui fait suite aussi à l'intervention du collègue Chassaigne. Bon, il y a deux grands enjeux aujourd'hui, tout de même, il me semble, pour l'agriculture. C'est la concurrence internationale et la crise écologique. Il y a deux façons de le prendre. Soit c'est, on poursuit le modèle néolibéral et nécessairement productiviste, en nivelant vers le bas notamment les règles environnementales, ce qui va augmenter la pression sociétale, ce qui pose des limites agronomiques. Mais c'est aussi une course en avant en machines, en intrants et donc des problèmes d'endettement. Ça, c'est une première option. Il y a une deuxième option qui est l'option agroécologique, avec la protection contre toute concurrence déloyale aux frontières, avec le soutien des agriculteurs significatif pour cette transition, pour assurer des débouchés aussi aux produits de qualité ou bio. Et ma question, elle est celle-ci, parce que c'est aussi un nœud de nos discussions. Je le vois bien, parce qu'on a beaucoup d'accords sur le libre-échange, etc. Mais ça, je pense que c'est un vrai débat. Et moi, ce que je souhaiterais savoir, c'est comment vous situez à la coordination rurale là-dessus, entre ces deux options. Est-ce que vous proposez justement pour pouvoir réaliser la transition agroécologique? Parce que je ne veux pas croire que vous ne vouliez pas la faire en réalité. Merci, chers collègues. Madame Valérie Rossi. Monsieur le Président, merci. Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente, je voudrais m'entretenir avec vous d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'apiculture. Alors probablement parce que dans mon département, les Hautes-Alpes, l'apiculture tire parti d'un environnement naturel exceptionnel qui permet à notre territoire de proposer des miels de grande qualité. Les apiculteurs, en particulier les petits exploitants, font face à des difficultés économiques en raison des pertes de colonies, des coûts de traitement contre les maladies, des bouleversements climatiques et de la concurrence des miels à bas prix. Ces problèmes mettent en péril les abeilles, mais aussi l'ensemble des écosystèmes et des cultures qui dépendent de la pollinisation. Cependant, les apiculteurs, qui sont pourtant de précieux lanceurs d'alerte, se considèrent un peu comme les parents pauvres de l'agriculture. Comment voyez-vous leur avenir? Comment pensez-vous que nous puissions les aider à mieux développer leur filière? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Madame Mathilde Igné. Madame Rossi, il faut couper. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames, pour vos présentations. On en parlait au SPACE la semaine dernière. Je vous parlais du rapport du Secours catholique, du réseau CIVAM, de Solidarité Paysan et de la Fédération française des diabétiques qui a été publié sur le prix de l'alimentation. Dans l'étude, on apprend que sur 100 € de course, il y a seulement 7 € qui revient aux producteurs. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'il y a 50% du prix payé par les consommateurs qui revient aux acteurs du milieu de chaîne et qui, eux, ne se privent pas d'augmenter leur marge en pleine crise du pouvoir d'achat. Une étude aussi de l'UFC Que Choisir révélait déjà il y a quelques mois que 46% du surcoût du bio provient en réalité des surmarges réalisées sur le bio par les grandes surfaces. Et les agriculteurs et les agricultrices l'ont répété pendant les mobilisations du début d'année, ils veulent être payés pour leur travail. Cette étude, elle recommande notamment de rendre obligatoire l'information publique sur les taux de marge et de les encadrer par la loi. C'est une proposition que la France Insoumise avait soutenue l'an dernier. Donc, prix plancher, prix rémunérateur garanti, que sais-je, quelles sont les propositions de la coordination rurale pour assurer un prix rémunérateur aux agriculteurs? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Dernière question individuelle par Monsieur Benoît Biteau. Merci, Monsieur le Président. Madame Le Floch, vous avez évoqué les bonnes conduites agro-environnementales dans le cadre de la PAC. Je souhaitais vous poser une question sur un sujet sensible du moment qui est le statut des zones humides. Les zones humides sont des zones qui séquestrent des gaz à effet de serre, sont des zones qui hébergent une biodiversité patrimoniale et sont aussi une zone où on peut y pratiquer de l'élevage. Et il a été question par mes collègues de la question de l'eau. Si on veut que l'eau ne parte pas trop vite à la mer, il faut savoir la retenir, la ralentir, la laisser s'infiltrer pour qu'elle recharge
les nappes souterraines, et une fois les nappes souterraines rechargées, satisfaire tous les usages de l'eau. Et donc il me semble que ces zones humides sont absolument stratégiques pour la thématique du climat, la thématique de la biodiversité et la thématique de la gestion de l'eau. Et donc je pense que plutôt que d'essayer de les réduire à portions congrues, nous devrions imaginer des politiques publiques qui accompagnent les éleveurs, qui continuent de les valoriser. Merci, chers collègues, Madame la Présidente. Mesdames, vous avez jusqu'à 15 minutes pour répondre à l'ensemble des questions, ou moins, comme vous le souhaitez. Alors, je vais les reprendre une à une et je passerai le micro pour chaque question à Amélie si elle veut compléter. D'abord, sur le Mercosur, c'est un engagement du président Emmanuel Macron qu'on n'irait pas. On a su lui rappeler quand même qu'il n'avait pas enlevé le mandat de négociation de la France donné à la Commission européenne. Je vous invite aussi à lire les études de l'OCDE qui prévoit déjà dans son rapport 2023-2032 que les productions de viande, et notamment bovines, seront déficitaires en Europe en 2032 d'au moins 5%. Pourquoi nous sommes contre ces accords du Mercosur? Parce que c'est un non-sens d'aller recevoir plus de 30 000 tonnes de porc alors que l'Europe est le premier exportateur mondial de porc avec plus de 70 000 tonnes. Donc c'est aussi un enjeu environnemental. Alors, je continue. À Nicole Lepay, donc oui, les importations ne respectant pas nos normes, donc on défend l'exception agriculturelle. Quelles mesures pour immédiates pour le PLF? Déjà, le foncier, la taxe foncière sur le non-bâti. Pourquoi la taxe foncière sur le non-bâti? Parce que nous autres agriculteurs, quand nous rapportons nos taxes foncières au loyer équivalent à ces terres, on est sur un rapport d'environ 45%, auquel on rajoute 17% de CSG, ce qui fait une imposition d'un bien entrant dans notre cycle de production de 60%, ce qui est 2 fois plus que la flat tax. Dans les mesures, ces mesures qui doivent toucher à notre portefeuille, c'est essentiellement ça, c'est l'encadrement de l'énergie, c'est ce que j'ai dit en préalable, c'est revenir sur les engagements écrits de Gabriel Attal qui annonçait lors des crises 2 mesures fiscales, notamment l'exonération de 30% de la dotation pour épargne de précaution. Pour nous, c'est même pas 30% d'exonération, c'est jusqu'à 100% d'exonération les années de crise pour justement vivre avec un minimum d'aide. Nous ne sommes pas là, nous préférons avoir un abattement maximum que d'aller encore chercher des aides. Il avait aussi déjà annoncé, pendant ses discours, un soutien supplémentaire de 50 millions d'euros pour la TFNB. Donc nous espérons que ça va être remis au goût du jour. Et je rajouterai, vous avez parlé également de la crise sanitaire. Les manifestations de l'année ont permis de débloquer, alors soi-disant, on nous avait fait une annonce d'une enveloppe d'aide de 80 millions d'euros, donc qui se diversifie en plusieurs enveloppes, notamment par rapport à la tuberculose, par rapport à la réduction d'empreinte carbone et à la résilience sanitaire, mais également une enveloppe de 400 millions d'euros de prêts garantis État. Donc nous n'avons pas de nouvelles de ces 2 mesures qui rentraient dans le plan de reconquête de la souveraineté de l'élevage, et nous aimerions bien savoir justement où sont passées ces aides et si nous pouvons y prétendre, parce que ça permettrait justement de répondre rapidement à la crise sanitaire notamment. Alors ensuite, donc j'étais par rapport aux réponses insuffisantes. Amélie vient de le dire, hein, par rapport aux crises sanitaires, ce sont tous ces budgets-là qui rentraient dans le plan de reconquête de la souveraineté de l'élevage. Donc, elle l'a dit, 80 millions d'euros qui, en théorie, n'ont certainement pas été épuisés et qui devraient être justement libérés aujourd'hui pour sauver nos élevages. De même qu'elle a dit, les 400 millions de prêts garantis, même s'ils étaient destinés à l'installation et aux projets innovants, il faut que là, ils servent de PGE pour sauver l'élevage.
Je continue avec la francisation. Déjà, il faut revoir les déclarations fiscales de nos entreprises. On sait que nos entreprises, quand elles déclarent, on a en termes de produits, la ligne produit en France et produit grâce à l'exportation. Il nous faudrait aussi, au niveau des charges et matières premières principales françaises et matières premières importées. C'est là que l'on peut voir des flux, des délocalisations de résultats. C'est ce que je proposais dans le projet de loi pour un choc de la compétitivité de la ferme France. Quand vous avez, par exemple, pour de la crème, la France est le premier producteur de beurre en Europe, mais pour autant, on est déficitaire en beurre et on est déficitaire en crème. Et pour cause, on exporte de la crème vrac et on en exporte 2 fois plus qu'on en importe. Sauf qu'on l'exporte à 1 € et on l'apporte à près de 4 €. Du coup, on en exporte plus en volume, mais on finit par perdre 100 millions d'euros. Cherchez l'erreur, contrôler ces flux pour savoir qui est derrière ces pratiques. Et le pire, c'est qu'on va même jusqu'à exporter de la crème conditionnée moins cher qu'on importe de la crème vrac. Donc je pense que de la francisation des flux, ces flux sont-ils réels ou pas ? Où la marchandise est-elle restée dans nos entreprises en France? Et a-t-on passé en charge des importations qui ne le sont pas à des prix élevés? Je note que ce trafic a lieu avec les entreprises européennes et non pas avec les pays tiers. Et ces chiffres-là, on pourra vous les développer. Ils sont issus des chiffres des douanes. Ensuite, c'est Mélanie Thomas qui a parlé du crédit agricole pour notamment les secteurs comme la volaille, comme le porc. Non, bien sûr, le crédit agricole n'a pas sa place dans nos exploitations. Tout comme on a pu voir par le passé, et ça remonte déjà à 30 ans, où on avait des vendeurs d'aliments qui rentraient au capital de nos exploitations. Ils rentraient au capital de nos exploitations en effaçant les dettes. Et quand il y avait de nouveau des dettes, mais qu'ils étaient arrivés à 98% du capital, ils disaient à l'agriculteur, mais écoute, tu as du foncier, tu vas l'apporter à ta SCEA ou à ta société, et je vais de nouveau effacer la dette, et j'ai ainsi récupéré le foncier. Donc, certainement pas, ni les industriels, ni les banques dans nos entreprises. Maintenant, comment fait-on ? Ces entreprises hors sol ont une valeur qui, en général, repose sur des bilans qui nous révèlent au passif des comptes courants associés très élevés. Comment arrive-t-on à des comptes courants associés très élevés, 800, 1 million d'euros, alors que l'agriculteur n'a pas la trésorerie en face à l'actif? On voit bien que ce compte courant, il est fictif. Donc, le moyen pour annuler ce compte courant, c'est une proposition de la coordination rurale. Nous sommes favorables à un suramortissement de nos outils, nos bâtiments immobilisés sur la durée. Ce qui voudrait dire qu'un bâtiment de 1,2 million habituellement amorti à raison de 100 000 € sur 12 ans, le serait sur 100 000 € sur 20 ans. Vous auriez un amortissement comptable sur 20 ans et un amortissement fiscal de 100 000, donc 40 000 € de cadeaux fiscaux. Cet avantage serait à prendre en compte au moment de la cession pour que justement nous n'ayons pas des agriculteurs qui fassent coup double. Mais en tout cas, l'objectif est de faire en sorte que les agriculteurs, quand ils arrivent en fin d'amortissement, ne soient pas contraints à investir dans du matériel ou d'autres objets pour justement échapper à cette fiscalité et à ces aspects sociaux. Alors, je continue. Des règlements climatiques. Alors, vas-y sur les retenues.
Voilà. Alors les retenues collinaires, bon, vous savez très bien, vu le département d'où vous venez, que forcément on est pour ces retenues collinaires. Évidemment qu'il faut nous faciliter la vie. On le martèle aussi depuis un moment, on ne peut pas faire d'agriculture sans eau. Et l'hiver et le printemps très pluvieux que nous avons passé le montrent aussi. Plutôt que cette eau parte à la mer, pourquoi ne pas la retenir? Alors, tout en préservant des zones humides et en ayant un cadre, mais il faut absolument savoir quelle priorité on donne et à qui. Il faut savoir si on donne la priorité à l'agriculteur et qu'on n'ait pas des drames comme dans le sud où on ne peut plus rien faire et bientôt on ne pourra plus rien faire parce qu'effectivement il y a un changement de climat, mais il faudra s'adapter et pour ça il faudra faciliter la vie aux agriculteurs et au niveau administratif notamment, tout en étant cadré, on n'est pas des voyous et tout le monde le sait. Je rajouterai juste sur l'eau qu'il nous faudrait une simplification entre les différents plans. Parce que nous avons eu l'annonce d'Emmanuel Macron avec le plan eau en avril 2023, dans lequel on pouvait lire 30 millions d'euros pour l'amélioration des systèmes d'irrigation et autres. On avait 50 millions d'euros pour les MAEC. On avait différentes mesures. Ensuite, on a vu le plan Méditerranée, avec encore là 18 départements, pourquoi pas l'Ariège, pourquoi pas l'Aveyron, pourquoi pas le 05. Enfin, on voit cette complexité et qui va à l'encontre de la simplification qui était demandée. On veut juste du bon sens. Je vais continuer sur les... Tant qu'on parle de l'eau, ça va me permettre de parler un peu des zones humides, puisque M. Vito a parlé des zones humides, donc on est en plein dans le sujet. Il faut savoir que nous, par exemple, quand on a eu un cas en Corrèze avec un industriel du bois qui a voulu faire une zone de stockage sur une zone humide qui était entretenue par un lycée agricole, enfin vraiment quelque chose de classé, et il a pu engloutir cette zone humide qui faisait quand même plus d'1 hectare, parce qu'il prétendait à contrebalancer cet enfouissement de zone humide avec une autre zone humide à plusieurs dizaines de kilomètres. Donc ça, il était fortement dans la loi, dans les clous. Donc il y a aussi des biais au niveau de la loi sur l'eau. Et les agriculteurs sont face à un 2 poids 2 mesures également. Donc vous comprendrez qu'il faudra aussi mettre les choses sur la table et savoir à qui on donne la priorité également. Alors on nous dit d'accélérer, mais il nous reste 4 questions, donc 4 réponses. Donc baisse du nombre d'agriculteurs, la dépendance économique. Oui, je vous invite à lire le bon livre de Bertrand Valliorgue sur l'agriculture à l'ère de l'Anthropocène, où il y dénonce tous les oligopoles. On voit justement la concentration de tout ce qui est semences à hauteur de 60% du chiffre d'affaires par les 3 principaux mondiaux, lesquels concentre aussi 74% des produits de traitement. On a le phénomène maintenant avec le matériel agricole. Et donc, il faut certainement trouver un moyen pour davantage contrôler aussi ces effets de groupes mondiaux. Ensuite, par rapport à la question d'Aurélie Trouvé, bien sûr qu'à la coordination rurale, on est pour un modèle résilient. On est d'abord pour produire et pour assurer la souveraineté alimentaire avant d'aller à l'export. L'agroécologie fait partie de l'ADN de la coordination rurale depuis le début, puisque notre festival du non-labour semi-direct en était cette année à sa 24e édition. Donc, bien sûr qu'il faut justement accompagner les agriculteurs pour permettre de telles pratiques. Moi, je vais répondre sur l'apiculture rapidement. Effectivement, c'est une profession qui souffre un petit peu d'un manque de reconnaissance, mais c'est surtout une profession qui manque de professionnalisation, justement. On a certaines filières, comme la filière équine, mais l'apiculture également, qui souffrent de ce manque de représentativité et de cette concurrence par rapport à le particulier qui a 2-3 ruches et qui fait son miel également et qui n'a pas les mêmes charges et qui n'a pas les mêmes contraintes. Donc, il faudrait
effectivement, pour faciliter la vie et faire remonter les problématiques de terrain, il faudrait une structuration mais professionnelle des apiculteurs. On a eu un appel à projet de France Agrimaire qui est passé il n'y a pas longtemps et les apiculteurs n'étaient sûrement pas au courant. Il fallait qu'ils aient chacun plus de 400 ruches. Donc c'était des apiculteurs normalement professionnels. Donc ça me permet de rebondir 30 secondes sur ces appels à projet de France Agrimaire avec une communication qui ne se fait pas souvent facilement avec la DDT. Et il y a des appels à projet dont on n'est pas forcément au courant et les agriculteurs peuvent passer à côté. Donc ils ont double peine en fait, les apiculteurs, c'est qu'ils sont pas assez organisés, ils sont pas assez professionnels et en plus il y a ce problème de communication et s'ils sont pas organisés, ils peuvent pas aller taper aux portes de la DDT ou participer aux réunions et aux commissions. Alors, pour répondre à Mathilde Digné, donc sur le rapport du Secours catholique, oui, il met en évidence, comme le rapport de l'OFPM, de la part de valeur ajoutée revenant aux agriculteurs de 7 €. Il faut surtout noter la part prise par les importations qui se chiffre à plus de 30 €. Donc, pour nous, à la coordination rurale, une des mesures à mettre en place, c'est bien la TVA sociale pour taxer ces produits d'importation. Quant à un taux de marge appliqué sur chacun des produits, attention, puisque si pour un produit quelconque, on a une marge d'un pourcentage qui suffit pour un produit conventionnel, un produit bio ou un produit avec label qui serait plus cher n'aurait pas forcément besoin d'un coefficient multiplicateur, mais pourrait se contenter de cette marge, sa même marge fixe. Je voudrais enfin terminer sur le budget de l'agriculture qu'a évoqué aussi Aurélie Trouvé. Donc on trouve en fait sur le budget.gouv.fr une baisse prévue pour l'agriculture de moins 7,8%. Et bien sûr c'est très inquiétant puisque est concerné le programme 149, la compétitivité et la durabilité. Et on sait qu'on trouve derrière ces budgets tout ce qui est préparation, couverture, gestion de risque, et bien sûr qu'on ira au combat sur ce sujet-là. Juste 2 minutes sur le suicide des agriculteurs et l'accompagnement, parce que j'ai fait une formation pour devenir sentinelle, parce que c'est vraiment un sujet qui est très important en milieu agricole notamment, et vous faire remonter un problème réel de terrain, c'est-à-dire que la MSA en commission mal-être agricole en préfecture nous annonce une augmentation de l'enveloppe pour avoir une facilité de remplacement, l'aide au répit, ils appellent ça. Donc ils estiment que les agriculteurs qui sont en burn-out pourront bénéficier d'un remplacement. Sauf que ça ne fonctionne pas parce que nous ne trouvons pas de remplaçants, nous n'avons pas de salariés agricoles, les services de remplacement ne trouvent personne. Donc vous vous retrouvez avec une MSA qui est complètement impuissante et à la coordination rurale, nous avons demandé à ce que dans des problèmes comme ça et au cas par cas, il faudrait demander des années blanches au niveau des cotisations MSA parce qu'il y a certaines aides auxquelles vous ne pouvez pas prétendre si vous n'êtes pas à jour de vos cotisations. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Et en plus, ça n'est pas la peine de remettre des crédits. Voilà, ce n'est pas la peine de remettre des crédits alors que nous ne trouvons pas de remplaçants. Et avant, ça a changé depuis peu, mais il faudra quand même y travailler à nouveau. L'agriculteur était obligé de partir. L'aide au répit, l'agriculteur devait être obligé de partir de son exploitation. Donc vous vous rendez compte, nous c'est comme nos enfants, nos bêtes, vous partez, vous gambergez encore plus parce que vous laissez votre exploitation à quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui n'est pas forcément compétent. Et moi si je dois trouver un remplaçant en Vaudelet sous la mer, il me faut une personne le matin, une personne le soir et une personne le week-end. Donc vous imaginez un petit peu la main d'œuvre qu'on a du mal à trouver. Donc il y a un biais sur cette MSA et sur les cotisations sociales. Le suivi n'est pas parfait, mais il est à travailler et il faut travailler à avoir des sentinelles sur place. Alors c'est pas évident, faut y travailler aussi, mais il y a beaucoup de travail. Mais la MSA doit faire un effort côté cotisation, main d'œuvre, ça marche pas. Alors, la conclusion, mais je rajouterai 2 points avant ma conclusion. Sujet de la main-d'œuvre, puisque c'est aussi un des soucis des agriculteurs, cette surcharge de travail qui conduit au burn-out et qui touche beaucoup d'agriculteurs avec différentes causes, pas seulement financières. Il peut s'agir des dégâts des sangliers, il peut s'agir de différents points. En tout cas, par rapport à la main-d'œuvre,
d'œuvre, je voudrais attirer votre attention sur le dispositif TODE qui est chaque année repoussé, mais qui, pour le coup, qui est passé de 1,2 à 1,25 SMIC, mais ne l'est que jusqu'au 31 décembre 2025. Or, pour la coordination rurale, il faut maintenir ce dispositif. Au-delà, le porter à 2 SMIC, y inclure les CUMA, y inclure les services de remplacement, y inclure les CUMA et les entreprises de travaux agricoles qui, aujourd'hui, ont beaucoup de difficultés aussi à se faire payer. Je l'ai dans une note pour le PLFS de l'année dernière. Donc, en tout cas, je l'avais calculé. Ça ne sera pas moins cher cette année. Non. Non, mais je l'avais fait. Et pour l'agrivoltaïsme, puisque la question a été posée, oui, la coordination rurale est favorable, puisque ça rentre dans la programmation pluriannuelle énergétique, avec un objectif justement de multiplier par 2 l'énergie solaire. Les agriculteurs doivent prendre leur part. La loi APER encadre bien les surfaces, avec un maximum de 100 000 hectares, ce qui est à relativiser comparé aux 30 000 hectares qui sont ensauvagés et perdus chaque année. Donc pour nous, si c'est bien géré, si les projets sont bien conçus, ça peut permettre d'augmenter les résultats de nos agriculteurs concernés, d'augmenter la production d'ovins notamment et réduire cette dépendance. Dans tous les cas, nous sommes favorables à cette mesure avec la formation de ceux qui interviennent en CDPNAF avec 2 types de rémunération en fonction du chiffre d'affaires ou à l'hectare, mais avec beaucoup de points à vérifier pour s'assurer que l'agriculteur ne se retrouve pas coincé en fin de bail. Eh bien, écoutez, il me reste à vous remercier, à votre disposition pour faire tous les débats que vous voudrez sur l'eau, sur la fiscalité, sur l'avenir de l'agriculture. En tout cas, faisons en sorte que dès demain, tous les budgets disponibles soient consacrés à l'agriculture, puisqu'il s'agit de budgets qui avaient été votés pour l'agriculture. S'ils n'ont pas été utilisés, qu'ils arrivent enfin dans nos fermes, que ça soit la PAC, que ça soit pour des dossiers comme la coriandre, le Lot-et-Garonne, le Gers en sont bien confrontés. Enfin, quand vous pouvez émarger à 34 000 € et que finalement vous n'aurez que 2 700 €, il y a un vrai problème. Merci à tous et bonne journée. Merci, mesdames, pour cette présentation claire, précise, vos réponses en particulier à nos collègues qui ont toujours des questions très pertinentes et parfois complexes. Un tout petit mot sur 2 points. Mercosur, on a signé tous ensemble, on a voté à l'unanimité un texte, une résolution transpartisane que je portais avec beaucoup d'autres députés. Elle est toujours active, elle a été rappelée au président, elle a été rappelée au président de la République et au nouveau Premier ministre, M. Barnier. Je pense que c'est quelque chose qui fait en tout cas l'unanimité chez l'ensemble des députés. Donc on est derrière vous sur ce sujet-là. Sur le prêt de la BPI, enfin la garantie du prêt moyen terme, moi j'ai rencontré le président directeur général de la BPI il y a 10 jours où il m'a dit elle est active. Donc je pense que c'est aux banques de se rapprocher de la BPI. Il y a un sujet là, mais a priori c'est actif depuis quelques jours, je vous l'accorde, mais c'est actif. Et enfin, pour les collègues, 15h, dernière audition de syndicat agricole, le MODEF, et on en aura fini de toute la présentation de l'agriculture. Et on prendra nos conclusions. En tout cas, merci pour vos sourires permanents, votre dynamisme et votre volonté de nous convaincre. Bon appétit à tous. Merci.